Éternel notre Père, nous te remercions pour cette journée qui se termine. Nous te remercions aussi pour l'opportunité d'être en ta présence pour ce moment de partage. Nous te demandons de joindre tes enfants et surtout Michel Kenmoué de ton Esprit Saint, afin que les conseils qui viendront de ta part par sa bouche puissent améliorer les relations de tous ceux qui auront accès à cette vidéo et pourront mettre en pratique ces conseils dans leur vie quotidienne. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je vous remercie d'être là ce soir puisque chaque dimanche à la même heure, nous nous retrouvons pour échanger. Et quand je dis échanger, il s'agit bien d'une émission interactive au cours de laquelle vous avez la possibilité de poser des questions et de recevoir des réponses, car nous avons le même invité depuis le début de cette série. Il s'agit de Michel Kenmoué, qui est un spécialiste en communication. Il est aussi un spécialiste dans les systèmes Internet. Et nous sommes toujours heureux de l'accueillir. Bonsoir Michel Kenmoué. Bonsoir pasteur, c'est effectivement tout un plaisir de pouvoir continuer avec vous cette aventure que nous espérons prier de l'Éternel et nous souhaitons qu'elle puisse être la plus longue possible. Alors, le thème que nous avons entamé depuis le début, c'est la communication dans le couple. Notre première émission concernait la communication en confinement. Et nous avons pu bénéficier de conseils très intéressants pour ceux qui vivent le confinement, qui sont toujours en confinement, et aussi pour ceux qui éventuellement se confinent eux-mêmes. Alors, communication dans le couple, mais conseils aussi aux célibataires, aux veufs, aux divorcés. Et c'est l'occasion de recevoir des informations très intéressantes. Il y a de cela 2 dimanches, nous avons entamé une série de réunions, de rencontres sur le thème les langages de l'amour. La semaine dernière, nous avons vu le thème communiquer en utilisant le langage du partenaire. Cette première partie étant terminée, nous allons passer à la suite de cette émission et j'espère que nous pourrons ce soir écouler tous les thèmes concernant ces langages de l'amour puisque nous en avions déjà vu environ 3. Alors Michel Kenmoué, les langages de l'amour, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent en se disant puisque ce n'est pas uniquement un langage verbal, mais il peut être physique, il peut être dans l'attitude, il peut être dans les services rendus, puisque ce sont les pistes que Gary Chapman évoque, et bien d'autres d'ailleurs qui sont concordants. Comment peut-on envisager d'utiliser les langages du partenaire quand on ne le connaît pas très, très bien? Merci, pasteur. Commencer par rappeler une chose que nous avions certainement dit il y a déjà quelque temps, c'est que de tous les problèmes auxquels les couples sont confrontés, les conseillers conjugaux qui sont régulièrement consultés nous disent que le premier problème qui conduit les couples à les consulter, c'est bel et bien celui de la communication. Loin devant des questions de finances, de gestion financière dans la relation de couple ou même des questions d'intimité dans la relation du couple. Cela pour dire toute l'importance de la qualité de la communication dans une relation de couple. Et comme vous venez de le dire, pasteur, l'exercice que nous avons fait il y a de cela 2 émissions en arrière a consisté à montrer qu'en réalité, chacun de nous va dans une relation de couple ou bien dans une relation interpersonnelle avec un certain nombre d'acquis.
ces acquis en termes de comportement, en termes de valeurs, en termes de convictions, qui définissent notre manière d'exprimer l'amour et aussi d'attendre que l'on puisse exprimer envers nous l'amour. Et donc, dans l'exercice que nous avons fait il y a cela 2 semaines, nous avons essayé, avec le cadre que propose Gary Chapman, d'encourager les couples dans un exercice de communication à pouvoir identifier chacun quel est son propre langage d'amour. Parce que, en réalité, beaucoup de couples ne partagent pas le même langage d'amour. Et qu'est-ce que nous entendons par langage d'amour? C'est-à-dire la manière par laquelle je ressens, je comprends que quelqu'un exprime envers moi un sentiment d'amour. Et cela va au-delà du simple fait de pouvoir entendre quelqu'un me dire « je t'aime ». C'est-à-dire, par exemple, je peux être une personne qui est beaucoup plus sensible à la qualité de service. Nous avons avec le cadre de Gary Chapman, bien que nous avons démontré qu'il y a d'autres approches à cela, nous avons identifié qu'il y avait essentiellement 5 groupes de langage d'amour, à savoir les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et alors, tout cela, à partir du moment où je voudrais m'assurer d'un rapport de qualité dans mon foyer, je me dois, c'est ce que nous avons vu la semaine passée, je me dois de savoir non seulement quel est le langage dominant chez mon partenaire, mais aussi de m'efforcer à utiliser ce langage dominant. Et nous avons pris un exemple dans une relation de couple où une femme se plaint de son mari, de ce que pendant des années, elle a tout fait, elle s'est arrangée à ce qu'elle puisse lui faire toujours les meilleurs plats, que ses habits soient toujours bien repassés, que la maison soit toujours propre quand il rentre, que véritablement tout soit fait à merveille et pour qu'il puisse être le plus à l'aise possible. Et après 20 ans de mariage, elle part voir un conseiller conjugal parce qu'elle se rend compte que malgré tous ses efforts, malgré tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas reçu de la part de son époux l'expression de l'amour qu'elle attendait. Alors, au cours de cette discussion avec le conseiller conjugal, celui-ci lui dit, découvre en discutant aussi avec son partenaire qu'en fait, son épouse n'était pas en train d'exprimer à son amour, à son partenaire, l'amour de la manière par laquelle son partenaire comprend le mieux. Son épouse était dans le registre des services rendus. C'est pour cela qu'elle s'est vertuée à faire tous les services, à faire des choses comme cela se doit, mais son partenaire n'était pas du tout dans ce registre-là. Et en résumé, elle avait le sentiment d'avoir passé 20 ans à démontrer tout son amour à un partenaire qui en était insensible. Et donc, nous partons de cet exemple-là pour dire, même si il n'y a fondamentalement pas un problème à ne pas parler le langage d'amour de son partenaire, il y a tout au moins beaucoup d'avantages à pouvoir parler le langage d'amour de son partenaire. Parce qu'au moins, vous gagnez en plusieurs choses. Premièrement, vous gagnez ceci que votre partenaire sait comprendre, pourra comprendre plus facilement lorsque vous êtes en train de lui dire que vous avez de l'admiration, de l'amour pour lui ou bien pour elle. Et donc, il y a beaucoup de bénéfices pour chaque individu à pouvoir effectivement s'engager dans l'usage de langage d'amour de l'amour qu'on a. Et dans un foyer, si les deux partenaires sont engagés effectivement à ce que chacun puisse parler le langage d'amour de l'autre, il va certainement en résulter une meilleure qualité de vie pour ce couple-là. Et c'est cela, la qualité de vie, la qualité de l'expérience de couple. Vous le savez,
c'est bel et bien là où nous souhaitons que notre programme puisse apporter un changement. Notre souhait vraiment le plus profond avec les prières qui accompagnent ce souhait, c'est que Dieu puisse nous aider à ce que chaque personne puisse avoir une expérience de couple qui favorise l'épanouissement mutuel. Donc, pasteur, c'est ce que je peux dire pour cette première question et dire que la semaine passée, nous nous sommes déjà attardés sur deux catégories de langage d'amour. C'était les paroles valorisantes et nous avons démontré comment est-ce que si notre partenaire, si le langage d'amour dominant de notre partenaire, ce sont les paroles valorisantes, nous devons nous arranger à les utiliser autant que faire se peut. Beaucoup de paroles d'appréciation, beaucoup de paroles d'encouragement, beaucoup de paroles. Gardons à l'esprit que si notre partenaire a comme langage d'amour prioritaire les paroles valorisantes, c'est dire que ce partenaire accorde beaucoup d'importance aux mots. Donc, nous devons faire attention aux mots. Nous avons vu aussi la semaine passée, comme deuxième langage d'amour, c'est les moments de qualité. Avant de voir ce résumé sur le deuxième langage, j'aimerais poser une question qui revient souvent. Il y a des personnes qui s'évertuent à étudier de belles phrases tirées de romans qui sont certainement des paroles très valorisantes et qui les répètent un peu comme un récit, comme un poème à leur partenaire. Quel effet cela peut-il avoir? La semaine passée, nous avons commencé le programme par une mise en garde. Nous avons dit que l'usage de langage d'amour, il ne s'agit pas de la manipulation. Il ne s'agit pas de l'hypocrisie. Gardons à l'esprit que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, animés d'un souci de voir une relation de couple où chaque partenaire est épanoui. Et notre souhait, c'est pas qu'un partenaire puisse utiliser ce que nous voyons ici pour avoir un comportement de malhonnêteté, de mensonge, d'hypocrisie vis-à-vis de l'autre. Si c'est le cas, on n'est pas dans la co-construction du foyer, on est dans toute autre chose. Nous pensons, et nous le souhaitons, que nous devons nous engager dans l'exercice que nous découvrons de manière sincère et dans une réelle volonté d'utiliser ces outils en toute honnêteté. Même si vous choisissez de copier des paroles dans des romans ou bien parce que vous avez suivi dans un film ou par-ci par-là, vous avez entendu quelqu'un le dire, assurez-vous qu'au moment où vous l'utilisez vis-à-vis de votre partenaire, que ce soit véritablement ce que vous avez envie de dire à votre partenaire, que vous puissiez le croire et que cela puisse être le résultat d'un sentiment sincère vis-à-vis de votre partenaire. Parce que, malheureusement, si votre partenaire, à un moment ou à un autre, a le sentiment que vous êtes plutôt dans de la manipulation, que vous êtes plutôt dans un manque de sincérité, cela va, comme un effet de boomerang, se retourner contre le bien de votre relation de couple. Donc, je crois que la sincérité, l'honnêteté doivent être les maîtres mots dans l'usage de ces quelques techniques que nous essayons de le faire. Et c'est pour cela que d'ailleurs, nous commençons par invoquer l'Éternel afin qu'il puisse nous aider à savoir utiliser cela véritablement dans un esprit de prière pour que cela puisse être une relation de couple. Parce que gardons à l'esprit, à la fin de la journée, nous voulons un foyer où il fait bon vivre. Alors, une insuffisance de vocabulaire ne peut pas être suppléée par l'ajout ou la captation d'un vocabulaire non conçu par l'individu, mais il n'y a que de la sincérité qui puisse valider l'emploi de ce genre de moyens. En fait, à la réalité, nous pouvons emprunter les mots, nous pouvons emprunter le vocabulaire que nous avons vu ailleurs, mais nous devons les utiliser en toute honnêteté, nous devons les utiliser en toute franchise, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas juste parce que le mot est beau,
on l'utilise parce que c'est véritablement le message que nous voulons faire passer à notre partenaire. Ce n'est pas la beauté du message qui compte, c'est véritablement ce qui est associé à ce message qui vient de notre cœur. C'est ça qui fait toute la différence. Et vous le savez mieux que moi, c'est que nous sommes sensibles à ce qui se cache derrière les mots, pasteur. Parfois, nous pouvons dire à quelqu'un « je t'aime », les mots sont là, mais la personne comprend au-delà des mots ce que notre visage exprime, les pensées, d'autres choses qui sont associées à cela. Parfois, la manipulation dont nous avons fait montre dans les expériences précédentes, tout cela peut venir faire en sorte que les mots que nous avançons ne puissent tomber sur notre partenaire comme de l'eau sur le dos d'un canard. Donc là, je pense qu'il est dans notre intérêt de savoir les utiliser de manière à ce que cela puisse avoir l'effet positif sur notre partenaire. Parce qu'en réalité, si ça a un effet positif sur notre partenaire, nous allons en être bénéficiaires. C'est-à-dire que lorsque nous déversons à notre partenaire, on comprend que nous l'aimons. Si notre partenaire est véritablement dans l'esprit d'une co-construction de relations de couple, qui soit une relation épanouissante, notre partenaire va certainement nous le rendre aussi en amour. Et donc, ça va être positif pour nous deux dans cette relation de couple. Alors, ce qui nous amène, je disais tantôt que nous avons vu la semaine passée le point sur les paroles valorisantes. Nous avons pris quelques exemples de comment est-ce qu'on peut utiliser cela. Après, nous avons vu le point sur les moments de qualité pour dire que notre partenaire, si notre partenaire a comme langage prioritaire ou bien dominant, langage d'amour dominant, moment de qualité, nous devons savoir organiser notre agenda de manière à pouvoir trouver du temps pour notre partenaire. Parce que notre partenaire a besoin d'attention, il a besoin du temps qu'on lui accorde. Et nous devons nous arranger à pouvoir le lui accorder. Et nous avons pris un exemple pour dire que pour un partenaire, par exemple, lorsque ce partenaire nous raconte sa journée, lorsque ce partenaire nous raconte ses difficultés, c'est plus une invite à un moment de qualité qu'une invite à lui proposer des solutions. Et pour cela, nous devons savoir être sensibles lorsque notre partenaire nous raconte des histoires, des choses qui touchent ou bien on la touche. Nous devons savoir utiliser ces moments-là avec en accordant à notre partenaire ce que j'ai dit tantôt, notre attention et ce qui est dit très souvent, une écoute active vis-à-vis de notre partenaire. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce point. Ce qui m'amène donc maintenant à pouvoir regarder ce que je souhaite que nous puissions voir ce soir, c'est les trois autres langages d'amour. Le prochain, c'est les cadeaux. Vous savez, on peut avoir un partenaire qui soit particulièrement sensible aux cadeaux. Et les partenaires, et là, si vous avez un partenaire qui est sensible ou bien une partenaire dont le langage prédominant d'amour, ce sont les cadeaux, bon, ben, je ne dis pas que voilà, le porte-monnaie risque de souffrir, mais ça veut dire qu'il faudra faire beaucoup attention à pouvoir voilà, lui en donner pour que notre partenaire puisse, comment je vais dire, avoir le sentiment d'être aimé. Mais il convient de dire que dans le sens que Gary Chapman utilise, les cadeaux, ce n'est pas forcément des choses dont le coût soit élevé. Hein. Ça peut être des choses extrêmement symboliques qui ne coûtent pas plus cher que ça. Donc, nous allons de ce fait regarder un tout petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser le langage d'amour de notre partenaire. Il faut comprendre le mot cadeau comme voulant dire en réalité
que notre partenaire est particulièrement sensible à un symbole visuel de l'amour, à quelque chose, symbole visuel de l'amour. Je pense que c'est mieux dit de cette façon. Et alors, par symbole visuel de l'amour, ça peut être un objet que nous donnons à notre partenaire, quelque chose, ça n'a pas forcément besoin d'être cher, mais ça doit être quelque chose, un objet que notre partenaire peut voir et que notre partenaire peut avoir le sentiment que lui offrir cela représente beaucoup pour vous et est une marque d'attention que vous êtes en train de manifester vis-à-vis de lui ou bien vis-à-vis d'elle. Et donc, les types de cadeaux auxquels nous faisons allusion ici, ça peut avoir des formes, des coûts, vraiment divers. Et seule notre imagination est la limite. Mais comment donc, comme je l'ai dit tantôt, utiliser ce langage, c'est-à-dire nous devons être sensibles aux choses que notre partenaire à un moment donné a dit, par exemple, en avoir envie. Par exemple, notre partenaire peut de temps en temps exprimer des envies sur des choses et nous devons, dans la limite de nos moyens, commencer à lui faire des surprises qui soient basées sur ce que nous avons compris notre partenaire exprimer comme étant un désir, comme étant un souhait. Et cela, notre partenaire va être certainement sensible. Et cela suppose aussi de faire preuve d'imagination sur comment est-ce qu'on peut satisfaire cela. Et l'autre chose, c'est que à partir du moment où je sais que mon partenaire est particulièrement sensible aux cadeaux, je me dois aussi de savoir comment est-ce que j'organise mes dépenses pour que dans les différentes chapitres des dépenses que je compte faire pendant le mois ou pendant la semaine, que je puisse savoir que je dois toujours réserver quelque chose pour mon partenaire ou bien pour ma partenaire. Et cela est particulièrement important parce que l'expression de l'amour, ce n'est pas une chose que nous devons faire une fois en passant. L'expression de l'amour vis-à-vis de notre partenaire, nous devons le faire de manière assez récurrente pour que notre partenaire, pour maintenir ce sentiment à flot auprès de notre partenaire. Alors, il faut aussi, en termes de cadeaux, ce n'est pas, comme je l'ai dit, les cadeaux, ce ne sont pas seulement des objets, c'est aussi le don de soi. Alors, vous vous imaginez, quand votre partenaire a particulièrement le plus besoin de vous, peut-être que votre partenaire se trouve à l'hôpital ou bien votre partenaire se trouve malade et que vous avez mille et une raisons de ne pas être là et que votre partenaire sait pertinemment que les raisons qui pourraient vous conduire à ne pas être présent sont des raisons pertinentes et que votre partenaire sait bel et bien que c'est trop vous demander que de vouloir que vous soyez présent et que malgré ça, vous décidez d'être présent, votre partenaire saura comprendre que c'est un cadeau que vous êtes en train de lui faire. Donc, en termes de cadeaux, ce n'est pas seulement des cadeaux objets matériels, mais c'est aussi le don de notre personne, savoir se donner à notre partenaire pour montrer notre attachement, l'importance que nous accordons à notre partenaire. Donc, le don de soi est un cadeau particulièrement important, surtout lorsqu'il y a des moments de difficulté, de crise ou d'urgence. Savoir se donner, à ces moments-là, je vous assure que votre partenaire saura apprécier ce type de cadeau immatériel, mais bel et bien, et pourtant des cadeaux. Donc, c'est ce que je peux dire un peu rapidement sur les cadeaux et je ne sais pas si il y a quelques commentaires sur ce point. Est-ce qu'il y a des questions ou, Le prochain, c'est service rendu. Alors, service rendu, j'ai commencé au début en racontant l'histoire de cette femme dont le langage d'amour, c'était service rendu. Et comme nous essayons de le rappeler, c'est que notre tendance naturelle, c'est que dans une relation, nous
avons tendance à parler, à exprimer notre langage, notre amour via notre propre langage d'amour. L'exemple que j'ai donné au tout début de cette femme qui, après 20 ans, avait le sentiment qu'elle a tout donné à son époux en termes de service et que son époux a été moins reconnaissant, en fait, c'est parce que cette dame utilisait son propre langage d'amour à elle, qui est service rendu, pour exprimer son amour vis-à-vis de son partenaire. C'est-à-dire le fait d'accorder, de rendre beaucoup de services vis-à-vis à son partenaire, tel que nous voyons, était pour cette dame sa manière d'exprimer son amour vis-à-vis de son partenaire. Malheureusement, son partenaire n'avait pas pour langage d'amour comment dire ça, service rendu. Et il en résultait qu'elle a tout donné, mais son partenaire n'était pas particulièrement sensible à tous ces services qu'elle a rendus à ce dernier. C'est donc dire que, étant donné que nous avons tendance à exprimer notre amour à l'autre en utilisant notre propre langage d'amour, ce que nous sommes en train de nous inviter à faire, c'est de faire au moins l'exercice de connaître le langage d'amour de notre partenaire et d'exprimer à notre partenaire l'amour dans le langage qu'il comprend le mieux. Et donc, si notre partenaire a comme langage d'amour dominant service rendu, alors, nous devons savoir être attentifs à ses besoins et savoir, dans la limite du possible, les rendre sans devenir, comment je vais dire, esclaves vis-à-vis de notre partenaire. Oui, parce qu'on parle d'amour, on ne parle pas d'esclavage. Et en fait, par service rendu, il s'agit essentiellement d'accomplir une tâche, un service de quelque nature que ce soit. Ça peut être grand, ça peut être petit, que nous savons qu'en le faisant, notre partenaire il va être particulièrement sensible et va apprécier. Alors, et c'est ce type de service particulièrement que nous devons régulièrement rendre pour pouvoir démontrer à notre amour, à notre partenaire, que nous avons de l'amour pour lui ou pour elle. Nous savons que l'acte d'amour suprême que Jésus-Christ a fait vis-à-vis de nous, ça se trouve dans cette catégorie service rendu. Jésus nous a aimés en nous rendant un service que nous ne pouvons pas mériter. Et ça, c'est une forme quand même de langage qui est une forme assez répandue, qui est une forme qui est particulièrement encouragée par le christianisme. Et nous devons, donc, de manière régulière, essayer de l'utiliser. Alors, de manière pratique vis-à-vis de notre partenaire, nous devons donc essayer d'identifier les services, même les plus anodins, que nous pensons que notre partenaire aimerait nous voir faire et que nous savons qu'en le faisant, notre partenaire sera positivement touché. Et là, en les identifiant, si nous pensons que notre partenaire est particulièrement sensible, peut-être à voir que, comment je vais dire, que le soir, après le repas, notre partenaire n'a pas besoin d'aller peut-être à la cuisine faire la propreté ou bien débarrasser la table et faire la propreté. Arrangeons-nous à pouvoir le faire assez régulièrement pour montrer à notre partenaire que nous avons de l'attachement. Notre partenaire le comprendra. Contrairement à nous, nous pouvons le voir comme étant un service que nous sommes en train de rendre, mais notre partenaire l'interprétera comme étant une marque d'attention vis-à-vis de lui ou bien vis-à-vis d'elle. Donc, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire des types de services que notre partenaire saura interpréter comme étant une marque d'attention, une marque d'amour
vis-à-vis d'elle ou bien vis-à-vis de lui. Oui, dans certains foyers, le partage des responsabilités est quelquefois fait sur un emploi du temps dans la semaine et la répartition des tâches. Et est-ce que cela entre dans une compréhension telle qu'on utilise un langage d'amour à la place d'une responsabilité partagée? Le langage d'amour, c'est pas dans les. À partir du moment où vous partagez des services, c'est comme si c'est des devoirs. On est là dans des devoirs. Or, en amour, on n'est pas dans le devoir. On est dans une manière d'exprimer son amour vis-à-vis de son partenaire. Donc, je prendrai l'exemple que vous venez de donner en disant, si par exemple, il y a une répartition des tâches et que vous savez que normalement, il y a une tâche que c'est votre partenaire qui est censé le faire, et vous savez aussi que le langage d'amour prioritaire de votre partenaire, c'est service rendu, qu'est-ce qui vous empêche parfois de pouvoir faire le service que c'est votre partenaire qui est censé réaliser en lieu et place de ce dernier ou de cette dernière? Votre partenaire l'interprétera comme une marque d'amour vis-à-vis de lui ou bien vis-à-vis d'elle. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Il n'y a pas d'obligation. On n'est pas dans de l'obligation. Ce n'est pas forcé. On ne doit pas se sentir forcé à le faire. On est dans une démarche d'expression d'un sentiment d'amour à notre partenaire. Et ça, c'est particulièrement important. Je crois que c'est un bon exemple, celui-là. Mais Michel Kenway, il y a quand même l'utilisation de l'adverbe parfois qui fait la différence. Parce que dire parfois signifie que ce n'est pas quelque chose de continuel. Donc le parfois laisse au partenaire la possibilité de choisir le moment d'exprimer son langage d'amour, n'est-ce pas? Nous pensons que lorsqu'on aime quelqu'un, on doit pouvoir faire savoir à cette personne le plus fréquemment possible que nous avons de l'amour pour lui ou pour elle. Et en cela, si notre partenaire est plus sensible qu'on exprime cet amour à travers des services rendus, je me dois, en tant que personne qui veut exprimer à ce partenaire mon attachement, mon amour, je me dois d'utiliser le plus fréquemment possible ce style-là en lui rendant le plus fréquemment possible des services. Et ça, je ne peux pas dire il faut qu'on le fasse une fois, deux fois, trois fois, mais il faut le faire le plus souvent de manière à maintenir le sentiment d'amour de notre partenaire à flot, le sentiment d'attachement à notre partenaire à flot. Mais il est difficile de pouvoir déterminer sous quelle régularité est-ce que cela doit être fait, mais je pense que nous devons le faire le plus régulièrement possible, sans, je le redis, sans sombrer dans l'esclavage. Ce n'est pas parce que notre partenaire est sensible au service rendu que je me dois de me tuer à la tâche parce que je veux le démontrer. Non. Si on sombre dans l'esclavage, voilà, on n'est plus dans l'expression de l'amour vis-à-vis de son partenaire. On est dans autre chose. Et en plus, si un partenaire qui a pour langage d'amour service rendu pense aussi que son époux ou son épouse doit être dans cette attitude de service, 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 service et rien que service, alors je pense que là, on est quelque peu dans les travers. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et il ne faut pas oublier qu'en termes de service rendu, ça ne veut pas dire forcément que c'est toujours nous qui devons rendre ce service. On peut aussi le sous-traiter. C'est-à-dire que si l'occasion ne nous permet pas de pouvoir rendre ce service, on peut aussi sous-traiter ce service-là, mais de temps en temps, il ne faut pas que la sous-traitance de ce service puisse être très régulière, sinon nous risquerons de sous-traiter comment je vais dire, l'expression à notre partenaire selon laquelle nous avons de l'attachement pour lui ou bien pour elle. Donc, ça, c'est ce que je peux dire pour ce deuxième point qui concerne les services rendus et avant de passer au qui est contact physique. Y aurait-il un commentaire?
je ne sais même pas, je me suis demandé, est-ce que par rapport aux couples qui ont fait l'exercice d'identifier leur langage d'amour, est-ce que nous en avons qui avaient identifié service rendu comme étant langage d'amour? Est-ce qu'il y en a eu? Je ne sais pas. Effectivement, on a fait le test et il y a des points, il y a beaucoup de similitudes qui sont ressorties par rapport à des choses qu'on avait déjà constatées. Nous avons constaté déjà à la base que nous aimions les moments de qualité, passer des moments de qualité. Et le service rendu, c'était pas trop ça à la base, on ne pouvait pas l'imaginer. Ça faisait partie de l'un de nos langages d'amour. Et que c'était, je pense même un peu plus élevé que les moments de qualité que nous passions ensemble. Merci beaucoup, William, pour le partage de cette expérience. Je veux croire qu'avec cette connaissance, peut-être il faudrait demander à William, est-ce que cette découverte a changé quelque chose dans leur relation depuis ce moment-là, ou est-ce que c'est seulement la continuité d'une expérience qui était déjà bien vécue? Bon, disons que ça va dans la continuité d'une expérience qu'on a commencé à vivre depuis un bon moment. Et il y a également de l'évolution dans beaucoup de choses. Ça nous permet de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et de faire, comme on dit en informatique, un reboot, quoi. Et puis on reprend tout pour aller de l'avant. C'est très bien, donc ça permet de reformater la disquette et de mettre de l'ordre dans les fichiers. C'est très, très, très bien. Le contact physique, hein, c'est le langage premier en amour, l'intimité de la relation, c'est le contact physique, c'est la forme la plus répandue en termes d'expression de son amour vis-à-vis de son partenaire. Mais dans le cadre de cette étude, le contact physique auquel nous faisons allusion va au-delà de l'intimité. Ici, rentrent en jeu les baisers, les câlins ou bien les caresses, la tenue de main ou de la hanche, et y compris aussi l'intimité à travers l'acte sexuel. Alors, il y a des partenaires qui sont particulièrement sensibles à ce toucher-là, à ce contact physique, et pour qui l'absence de ce contact physique impacte sur le sentiment d'être aimé. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que si nous découvrons que notre partenaire est particulièrement sensible au contact physique, nous devons savoir utiliser un certain nombre d'attitudes pour pouvoir lui passer le langage, le message comme quoi nous l'aimons. Et cela passe, entre autres, effectivement, par le fait, par exemple, de se tenir la main quand on marche, ou bien lorsque on est assis, à supposer nous sommes des croyants, nous allons à l'église et qu'on se retrouve ensemble, assis ensemble, qu'on essaie de s'asseoir toujours côte à côte, et éviter qu'il y ait des personnes qui soient assises au milieu de nous, qui nous séparent au point où on soit assis l'un séparé de l'autre. Préférer s'asseoir le plus souvent côte à côte, autant que faire se peut. Préférer à chaque fois, par exemple, lorsqu'on rentre du boulot et qu'on trouve son partenaire, préférer l'embrasser ou bien lui faire un baiser que de lui dire bonjour chérie ou bien bonsoir chérie et s'en aller. Non, il faut essayer à chaque fois d'utiliser toute occasion pour toucher l'autre, parce que c'est ainsi que l'autre aurait aimé sentir que vous continuez à avoir de l'attachement pour lui ou pour elle. Alors, il est vrai, nous ne pouvons pas oublier que dans le contact physique, il y en a qui ont utilisé des contacts physiques sous forme de violence. J'ai souvent entendu des personnes dire que une femme, il y a des femmes qui, parce qu'elles seraient violentées,
pensent que l'expression de cette violence vis-à-vis d'elles, c'est une manière de les aimer. Bon, en tout cas, autant que faire se peut, j'ai essayé de réfléchir vraiment de toutes les façons. Je n'ai pas compris comment est-ce que la violence vis-à-vis d'une personne puisse être une manière de lui exprimer de l'amour. Mais il y a un proverbe chinois qui dit frappe ta femme tous les matins, même si tu ne sais pas pourquoi, mais elle au moins, elle trouvera une raison. Aussi loin que j'ai pu analyser ce proverbe, aussi loin que j'ai pu analyser aussi ces quelques croyances qu'on trouve aussi ça et là, j'ai vraiment eu de la peine à trouver, comment je vais dire, l'argument solide qui puisse soutenir cela pour justifier qu'en lieu et place de toutes les autres manières par lesquelles on peut exprimer de l'amour à son partenaire, on puisse choisir la manière qui met notre partenaire en risque. Donc, je me dis, pourquoi s'engager dans une façon qui certainement aura un impact négatif sur le partenaire parce que ça peut conduire à ce que notre partenaire se trouve à l'hôpital. Je me suis parfois demandé, pour parler peut-être de manière terre à terre, est-ce que quelqu'un peut exhiber son partenaire amoché, meurtri par des coups et dire en toute clairvoyance que voyez comment je l'aime? Je ne sais pas. J'ai vraiment de la peine à m'imaginer une personne qui s'est levée le matin, qui a giflé son épouse avec des bleus ou bien je ne sais pas, des blessures partout et que ses amis arrivent et lui disent non, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je lui ai fait ça. Je me dis, à moins d'avoir perdu la raison, je ne pense pas qu'on puisse présenter son partenaire amoché comme étant une preuve d'un amour. Personne ne comprendrait qu'un partenaire amoché est un partenaire qu'on aime, en fait, à moins que ce soit une société, je pense, où le raisonnable a cédé lieu à l'irrationnel. Mais il m'est arrivé aussi d'avoir une personne me disant « Pasteur, j'aimerais que tu pries pour mon mari parce que depuis qu'il ne travaille plus, moi, je ne peux plus rien faire parce que toute la journée, il veut me prouver son amour, au point qu'elle souhaite même le quitter. » L'excès dans tout nuit, pasteur. Je pense que l'excès dans toute chose, ça nuit. Ce n'est pas juste dans le repas ou bien dans ce qui est bien, même l'excès du bien nuit. Donc, je pense que, il ne faudrait pas être dans l'excès. Ce n'est pas un excès, c'est une obsession sexuelle. Hein, ce n'est plus un excès. Effectivement, mais bon, l'obsession aussi, dans une moindre mesure, on pourrait. C'est une maladie de l'amour, en fait. C'est une maladie. Je ne sais pas même pas si on parle de l'amour, parce que dans l'amour, il y a aussi de la prévenance, il y a aussi de l'attention, il y a aussi la prise en compte du besoin du partenaire. C'est-à-dire, si le partenaire estime que c'est trop, parce que j'aime le partenaire, je me dois de faire preuve de retenue. Parce que sinon, on n'est plus dans l'amour. Dans l'amour, il y a aussi la prise en compte du désir ou bien de ce que mon partenaire est capable de supporter. À supposer même qu'on soit dans le cas des cadeaux et que j'achète des cadeaux et je viens remplir la maison de cadeaux, mon partenaire, à un moment donné, peut dire « c'en est trop, j'en peux plus ». Et tout cela, et ça, ce serait l'obsession de cadeaux. On serait dans l'obsession de cadeaux. Et c'est pour cela que nous avons aussi dit tantôt, les services rendus au point où d'être dans l'obsession des services rendus et de devenir donc esclave de l'autre, tout cela, ce sont les travers de ce que nous décourageons ici. Donc, comment donc utiliser le langage de notre partenaire si celui-ci c'est contact physique? J'ai dit tantôt, il est important de lui tenir la main si on marche ensemble, ou bien de passer la main à l'épaule. Et surtout, lorsqu'il y a une crise émotionnelle forte qui affecte ou bien qui est ressentie par notre partenaire, que ce soit de la peur, que ce soit de l'inquiétude, que ce soit de la joie, nous devons profiter de ces instants pour tenir notre partenaire dans les mains. Lorsque notre partenaire exprime soit une émotion de joie intense, soit une émotion de tristesse intense, nous devons voir en cela une occasion de pouvoir partager ces moments-là
en tenant notre partenaire dans les bras, soit en l'embrassant ou voilà, par un contact physique en ces moments. Il faut savoir profiter de toute occasion, comme des sorties, comme des marches, ou bien même des repas ensemble, pour pouvoir se toucher. Et ça va toujours être bénéfique pour notre partenaire. Comme j'ai dit tantôt, préférez toujours s'asseoir ensemble, côte à côte, ça c'est important. Et pour ce partenaire-là, pendant les moments d'intimité, les préliminaires deviennent alors beaucoup plus importants. C'est vraiment important pour le partenaire, les préliminaires, que l'acte sexuel proprement dit. Tout cela, c'est particulièrement, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à comment utiliser contact physique comme langage d'amour et exprimer à votre partenaire que vous l'aimez. Voilà, nous venons donc de faire le tour de ces 100 langages d'amour. Je prie Dieu qu'il nous aide non seulement à découvrir quel est notre langage, mais surtout quel est le langage de notre partenaire. Notre devoir, ce n'est pas d'utiliser notre langage à nous. Notre devoir, c'est de savoir utiliser le langage de notre partenaire. Parce que nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour utiliser notre langage à nous. Nous le faisons tout naturellement déjà. Mais là où nous avons des efforts, là où parfois c'est difficile, c'est dans des couples où il y a une divergence de langage d'amour, où l'un des partenaires, où chaque partenaire est obligé de faire des efforts pour pouvoir exprimer son amour en utilisant le langage qui n'est pas le sien, qui est le langage de l'autre. Eh bien, merci Michel Kenmoué pour ce moment de partage. Je pense que nos auditeurs, nos spectateurs ont apprécié ce moment et qu'ils vont pouvoir effectivement, au cours de la semaine, pratiquer, puisque on connaît la valeur de la théorie, mais on sait bien que la théorie sans la pratique est presque inutile. Et toutefois, c'est toujours bon dans la pratique de se souvenir de la théorie. Donc, nous voulons remercier Michel Kenmoué, remercier tous ceux qui ont participé. Alors, plusieurs fois, on m'a demandé, mais comment accéder à l'émission et comment rester en contact? Alors, j'affiche à l'écran mes coordonnées, les coordonnées de ma chaîne YouTube, Rogif Ministry. L'idée, c'est-à-dire l'identifiant de Zoom sans mot de passe pour participer à cette émission. Et mon email pour ceux qui veulent envoyer des questions, c'est hotmail.com, qui veulent poser des questions, qui veulent envoyer des messages à Michel Kenmoué qui a déjà donné ses coordonnées. Vous pouvez toujours utiliser ces informations pour avoir accès à toutes les productions que nous faisons le jeudi et le dimanche sur la chaîne Rogif Ministry. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Notre émission est terminée. Merci pour tout et je pense que vous serez heureux de pouvoir revenir dimanche prochain à la même heure pour un autre thème fort intéressant qui vous sera encore présenté par Michel Kenmoué. Tous ces conseils ne peuvent trouver leur réalisation réelle lorsque nous faisons confiance à celui qui a créé l'homme et la femme et leur a demandé de vivre ensemble pour former une seule chair. Prions donc le Seigneur pour le remercier. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer. Merci pour la joie que nous avons de découvrir ces conseils. Merci de pouvoir les consulter dans ta parole. Merci pour le ministère de Michel Kenmoué. Nous te demandons de déverser tes bénédictions sur tous les participants et sur tous ceux qui auront à visionner cette vidéo. Accorde-leur ta grâce, ta paix et surtout remplis leur cœur de joie et de miséricorde et que cette joie rejaillisse sur leurs conjoints et tous les membres de leur famille. Nous te le demandons au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.